Quand il n'est pas à son bureau Quand il n'est pas à son bureau... Vous me dites où vous faites le décompte. Quand il n'est pas à son bureau, dans son cabinet ou dans une salle d'audience pour un procès, c'est ici, chez lui, dans ce domicile situé dans un quartier chic de la ville de Douala au Cameroun, que maître Joseph-Claude Bihiga passe son temps, un temps précieux qu'il utilise à bon escient, plus pour se reposer. L'avocat au barreau du Cameroun, qu'on ne présente plus, reçoit l'équipe de production de Insight et pour cette première, il se raconte, il se dévoile, il se donne à voix sans filtre. Je vous invite à nous suivre. Bonjour, maître. Oui, bonjour. Bonjour, comment un super habillé. Comment allez-vous? Ah, c'est bien. Merci de nous recevoir chez vous. Oh, vous êtes chez vous. Soyez les bienvenus chez moi. Merci. Okay. Alors, mec Bihiga, comment allez-vous ce week-end? Ça va bien, je vais bien. Qui est maître Joseph-Claude Bihiga quand il n'a pas sa touche? Maître Joseph-Claude Bihiga, c'est de la région du littoral, du département d'Assanaga-Maritime, de l'arrondissement de Ndom et d'un petit village du nom de Logiyaga, dont je porte le pain caractéristique. On va y revenir. On va y revenir parce que c'est à Dessin que vous avez choisi. Oui, c'est un village que j'ai découvert. J'étais en troisième année d'université, donc je ne suis pas né. Mais c'est un village qui m'a marqué positivement et qui m'a permis d'être élu comme tout premier conseiller municipal de ce village. J'ai été pendant 3 mandats d'unique conseiller municipal et jusqu'à date d'ailleurs, j'ai pas eu de remplaçant. Donc j'ai fait 18 ans comme conseiller municipal dans l'arrondissement de Ndom. Donc je suis père marié depuis plusieurs années. Hein. Nous fêterons les 35 ans officiels dans quelques jours, au mois de décembre. Mais c'est une vie qui date de 41 ans pendant que nous étions étudiants, mon épouse et moi. Elle m'a donné 4 enfants. Nous avons adopté 2 autres. Donc, lorsqu'on me dit combien d'enfants vous avez, généralement, j'aime dire nous avons 6 enfants. 6 enfants, oui. Et qui sont tous majeurs aujourd'hui. Oui, vous ne faites pas de distinction. Non. Ils sont tous majeurs. Et tous ces enfants nous ont donné environ, je crois, 6 petits-enfants. Oui. 6 petits-enfants, voilà. Et dites-nous, comment vous occupez vos journées quand vous n'êtes pas au bureau? On vous a vu au bureau l'autre jour. C'est 2 aspects différents. Est-ce que vous ne vous ennuyez pas un petit peu? Non, pas du tout. Je suis très, très actif. Oui. Trop actif même comme diraient certains. Donc, je suis engagé à l'église presbytérienne camerounaise. Je suis enseigne de l'église. De nouveau de Kotor, la paroisse de Kédim Keke. Je suis vraiment engagé dans cette paroisse. Donc ça prend une bonne partie de mon temps que je pourrais appeler du temps libre. J'y passe beaucoup de temps. Hormis cela, je suis à la maison et je suis également hyper casanier. Je suis très casanier. Je me promène difficilement. Il m'est arrivé de temps en temps, mais ça fait trop bien longtemps aujourd'hui, que je fasse un tour dans une matinée de vieux, mais ça c'est rare. Vous me verrez difficilement dans un Sinac ou autre. Il y a des petits endroits cachés où je peux rester pendant 1 heure, 2 heures. Vous êtes casanier depuis tout petit ou alors c'est avec le cours de la vie que vous avez changé? J'ai changé même, c'est-à-dire que j'étais plus casanier que ça. J'étais très timide. Et même lorsque j'ai commencé à travailler, il m'arrivait de rentrer chez moi du travail un vendredi pour ne ressortir de la concession que lundi. Aujourd'hui, compte tenu des engagements au niveau de l'église, ce n'est plus possible. Je suis obligé de sortir pour aller à l'église. Je suis obligé de sortir pour aller aux réunions de famille et autres. Mais avant, je faisais rien du tout. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Quand je suis à la maison, je me repose beaucoup. Je dors beaucoup. Vraiment, je dors beaucoup. Et je lis. Je lis beaucoup également et j'écris. On va y revenir parce que vous avez aussi une casquette d'écrivain. Est-ce qu'il vous arrive parfois de transporter des dossiers de vos clients à la maison le week-end quand vous êtes cela peut arriver lorsqu'il y a des urgences, oui, on peut le faire. Mais jamais, d'une manière générale, avec les collaborateurs, on s'organise pour que le travail vraiment s'achève au cabinet.
C'est-à-dire, lorsque on vient vendredi, et je suis à la maison, généralement, je ne pars pas travailler. Et lorsque j'ai une urgence, et comme mon cabinet n'est pas très loin de la maison, je me déporte au cabinet et je travaille le samedi, même le dimanche. Là, je le fais au cabinet parce que c'est le cadre idéal pour le faire. Et je ne suis pas du tout perturbé quand j'y suis et je suis concentré. Alors qu'à la maison, il y a beaucoup d'autres choses. Hein. Il y a l'élevage pas de petits-enfants qui peuvent me perturber. Qui gambadent partout dans la maison. Il y a des choses, peut-être c'est la dame du ménage qui appelle, ou bien c'est madame. Donc, c'est mieux toujours, lorsque j'ai envie de travailler, de rentrer au cabinet et de rester, même si c'est pas un jour de travail. Est-ce qu'il vous arrive, maître Joseph-Claude Biega, les week-ends, par exemple, de vous mettre à la tâche, faire des tâches ménagères, faire du jardinage? Ou alors tout ça est confié au personnel de maison? Non. Oui, on a naturellement le personnel de maison pour toutes ces tâches-là. Mais c'est toujours bien. Mais jamais vous ne pensez que non, ici a été mal fait, il faut que je m'y mette? Je le fais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas leur faire confiance totalement parce qu'eux n'ont pas le même souci que vous. Parfois, on leur confie des tâches. Et ils ne font pas. Il faut maintenant venir contrôler lorsqu'on a la possibilité de le faire. Parce que tout à l'heure, vous avez été témoin d'un fait. Alors, je confie le travail à l'une des personnes avec lesquelles nous travaillons ici, qui ne le fait pas. On le découvre ce matin et c'est comme ça. Donc, ça m'interpelle, en fait. Ça m'amène à être un peu plus, moi je peux dire ça, plus vigilant. Mais maintenant, au niveau des travaux, effectivement, je le fais. Je le fais. Pour ceux qui sont sur ma page Facebook, dimanche et samedi dernier, on a passé tout le temps à l'église à faire le travail manuel. Oui. C'est moi qui l'ai initié. J'avais les pioches, j'avais porté les planches. C'était dans quel cadre, maître Joseph? Je suis le président de la commission ou du comité chargé de construction de l'église. Et à ce titre, je joue un peu le rôle de, je ne vais pas dire de leader, parce que c'est quand vous arrivez à moi en paroisse, on a construit quelque chose de gigantesque. Et il se trouve qu'il y a souvent la saleté un peu partout. Donc, j'avais donc demandé à la session de nous permettre de venir mettre la propreté. C'est-à-dire de permettre que les eaux coulent normalement, que les herbes soient dessouchées, que les ordures qui se baladaient, et qu'on était également en train d'aménager le pébistère. Enfin, on a un autre bâtiment, un appartement qu'on appelle le pébistère R+2, pour permettre à ce que quelqu'un puisse y entrer. En même temps qu'il y avait le travail manuel, on avait prévu, et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, qu'il y ait une sorte de collation fraternelle. Alors, ça permet de renforcer les liens. Oui. On a mangé, on a bu, on a dansé, et ça c'est important. C'est très important. Est-ce que c'est des occasions programmées ou alors du jour au lendemain vous décidez? Non, ça dépend des circonstances. Oui. Je me rappelle le dernier investissement humain majeur qu'on a eu, c'était à l'occasion d'une fête des femmes de l'église, l'ACF, Association chrétienne des femmes de DPC. Et à cette occasion, elles avaient mis ça dans le programme. Et ça suivait après une marche. Après une marche sportive. Il y a, je crois, environ 1 an, on avait fait une très grande, une grande séance d'investissement humain parce que nous voulions entrer, ça fait environ 2 ans, nous voulions entrer dans notre temple. Donc là, il fallait faire descendre des échafaudages, nettoyer l'intérieur. Donc c'est des occasions. C'est lors des occasions. Mais d'ailleurs, il y a certains qui ont suggéré qu'on puisse programmer. Qu'on se dise tous les 1 mois ou 2 mois, on va se retrouver. Pour permettre à chacun de s'organiser. Voilà. Alors, maître Joseph-Claude Biega, les téléspectateurs vous connaissent plus sur des plateaux de télévision, les dimanches, en semaine. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, comme je l'ai dit à l'entame de ce programme qu'on ne présente plus. Vous êtes homme politique, entre guillemets, vous êtes écrivain. Mais quelle est la casquette qui vous passionne le plus? Je suis avocat. C'est ma passion, c'est ma casquette. Je mourrai avocat, même si demain je deviens avocat émérite ou que j'abandonne ma robe, je serai enterré comme un avocat. Les avocats seront là. Donc c'est ma casquette. Et vos passions depuis combien d'années? Les téléspectateurs aimeraient bien savoir, mais maître Joseph-Claude Biega embrasse cette corporation. Il y a des gens qui vous disent, écoutez, j'ai toujours rêvé d'être avocat. Non, je n'ai jamais rêvé d'être avocat. Je rêvais d'être assureur, je rêvais d'être banquier. Et il y a 2 choses qui sont passées dans ma vie. La première chose, c'est que
pour pouvoir assurer cette passion du droit des affaires, je me suis inscrit à l'université de Grenoble lorsque j'ai obtenu ma licence en France. Et parce qu'il y avait un professeur, le professeur Hubert Gautel, qui me passionnait en matière d'assurance. Je ne suis jamais allé à Grenoble tout simplement parce que je suis retenu pour faire partie, pour continuer en maîtrise en droit des affaires, donc je ne pars plus. La deuxième chose, c'est que lorsque je fais maîtrise en droit, alors que nous ne faisions pas la matière dite droit bancaire à l'université, je fais mon mémoire de droit bancaire, de maîtrise en droit bancaire. Et il se trouve que c'est les deux matières qui m'ont fait vivre jusqu'à présent. Même lorsque je deviens avocat, tout ce que j'ai fait en cette période me suit jusqu'à présent. Je continue même avec une autre chose que j'ai eu à faire. Lorsque je venais, je suis recruté au ministère du Plan d'Aménagement du Territoire. Et il se trouve que lorsque je deviens avocat, la plupart de mes clients sont des assureurs. Oui. Une bonne partie de mes clients. Mon épouse était un haut cadre de l'assurance. Elle a occupé le poste de directeur général adjoint, le haut poste de directeur général, la direction générale dans une compagnie d'assurance. Et moi-même, je suis actionnaire dans au moins une compagnie d'assurance. Je suis avocat de beaucoup de compagnies d'assurance. Et au niveau des banques également, je me suis vraiment exercé comme avocat de banque pendant plusieurs années, etc. Donc vous voyez bien que c'est ce que je voulais faire, que j'ai commencé à faire, mais d'une autre manière. De la même manière, je suis depuis plusieurs années membre du comité de suivi du budget d'investissement public, qui dépend du ministère du Plan de l'Aménagement des Territoires, où j'ai été l'un des employés, enfin des cadres. Donc en fait, l'histoire se refait. Et c'est une passion de jeunesse, d'adolescence même, je pourrais me dire d'enfance. Qui se refait, qui se perpétue. Oui, à la fin, au moment où je commence à aller vers le caveau, c'est là où ça revient. C'est pas un peu exagéré de dire. Ah, vous avez peur de ça? Non. J'ai mes poèmes. Dans mes poèmes, j'écris constamment de ça. Je parle constamment de là. Oui, je parle constamment de berceau de caveau. Je parle bien de la vieillesse. Il ne faut pas avoir peur de ça. On va y aller tous les jours. On voit des plus jeunes qui meurent. Il n'y a pas de raison qu'on ait peur. La seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas que ça soit une surprise pour vous. Il faut qu'au moment où la mort arrive, vous ayez fait un certain nombre de choses. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai cette maison, j'ai une au village depuis 20 ans. Et depuis ça dit, vous parlez avec fierté, oui, bien sûr, dans le sens positif de vos réalisations. Et ça dit que l'avocat que vous êtes, maître Joseph-Claude Biga, peut avouer que il réalise de bonnes affaires, de chiffres au terme des procès. Non. Pour avoir toutes ces réalisations. Non, on n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir réaliser. Oui. C'est une question d'organisation, tout simplement. Je ne gagne pas beaucoup d'argent. Les gens vont se dire, oui, c'est pas vrai, mais je n'en gagne pas trop. Et en plus, j'ai une aide, Madame Diga. Oui. Vous avez dit qu'elle a occupé des postes importants, donc ça permet de faire certaines choses. Mais ce n'est pas ça. Il y a d'autres qui gagnent plus que nous qui n'ont jamais fait ce que nous avons fait. Et nous, on a toujours fait ça en prendre de près. On n'a aucun crédit dans ce qu'on a pu faire. On fait ça avec les moyens dont on a. Ça veut dire donc qu'on est obligé de serrer la ceinture, de ne pas se priver d'un certain nombre de plaisirs. On vit d'une manière vraiment simple. Vous vous contentez de ce que vous avez Vous me verrez manger les beignets d'alcool. Le matin, ici, vous me verrez manger le coq. Ça, pour tous les téléspectateurs, je peux vous rassurer, maître Joseph-Claude Biga est aussi humble, modeste et simple dans sa vie. Pour nous autres que vous connaissons depuis de nombreuses années déjà. C'est une option. Maître Joseph-Claude Biga, avocat. En politique, comment s'est faite la transition? La transition entre guillemets. Parce que plus d'un vous découvre sur des plateaux. Oui, en fait, la transition se fait tout à fait par hasard. Or, je pourrais dire ça par hasard. Oui, disons que lorsque le vent de l'Est souffle, parce que jusqu'avant, je n'avais pas de casquette politique. Il est vrai que lorsqu'il a fallu devenir avocat, stagiaire, parmi les pièces qui étaient exigées dans la construction des dossiers,
il y avait une pièce qu'on appelait l'enquête de moralité. Et lors de l'enquête de moralité, on posait la question de savoir dans quel parti politique vous êtes. Il y avait un seul, c'est le RDPC qui venait d'être créé. Et les gens m'avaient donc encouragé à aller m'inscrire dans un comité de base des jeunes de RDPC. C'est ce que j'ai fait. On m'a donné une carte. Mais en fait, j'étais encarté sans être militant. Et pour moi, c'était, j'en parle également dans mon livre, c'était important parce que, compte tenu de mes origines sociologiques, on n'aurait pu dire que je suis opposant du RDPC, de l'UPC par exemple. Donc il était donc question que je montre carte blanche en disant que je suis au parti au pouvoir. Mais le véritable engagement, appelons ça ainsi, et curieusement, ce n'est pas à l'UPC que je vais. Je prends ma première carte de militant d'un parti politique dans l'opposition. Le parti s'appelle l'ARN. Action, je crois, pour le redressement national, quelque chose de ce genre, avec comme leader M. Mohamed Okache, qui était un député UNDP et qui avait démissionné à l'époque, démissionnant comme député. Au début des années 90, un événement. Il avait perdu son poste de député, il avait démissionné, et je l'avais apprécié. Et c'est l'autre personne qui m'a fait venir dans ce parti politique, c'était un ancien ministre des Postes et Télécommunications, Oumar Sanda, que j'ai apprécié et que par la suite d'ailleurs j'ai eu à rencontrer après plusieurs reprises et pour que j'ai beaucoup de l'estime. Il y avait un troisième qui était Aminou Oumarou, un ancien ministre, et ancien gouverneur et par la suite ministre également. Ces trois avaient créé un parti politique et pour moi, je me retrouvais à travers ces personnes, à travers la façon de vivre, je me retrouvais. Donc je suis donc parti vers eux. Plus par les hommes que par la doctrine, parce que j'imaginais que ces personnes que j'ai pu connaître à certaines circonstances méritaient bien qu'on les suive. Par la suite, on arrête. Je ne fais plus de la politique parce que j'estime que l'opposition, je veux dire que tous en réalité, pour la plupart, ils utilisaient un peu les partis politiques qu'ils ont créés comme des tremplins. Comme des tremplins, justement. Des tremplins. Ouais. Ils nous utilisaient comme les marchepieds pour aboutir au poste. Alors beaucoup de ces personnes pour lesquelles nous avons eu à marcher lors de l'opposition sont retrouvées du côté du président Biya. Alors on s'est dit, mais pourquoi est-ce que je donne tant de peine pour des personnes qui elles-mêmes ne croient pas à ce qu'on fait, à ce qu'elles disent. Donc on a dû partir dans l'opposition. Et surtout qu'il y avait eu un événement, c'est que notre parti était rentré dans une sorte de coalition avec d'autres partis. Et il était question je travaillais dans le groupe qui était chargé de préparer les textes, et on avait pensé que pour éviter les guerres de leadership, qu'il y ait une présidence tournante tous les 6 mois. Oui. Je vous assure que les partis qui étaient rentrés dans cette association n'ont pas pu s'entendre pour qu'il y ait un premier. Pour le premier, c'est-à-dire que tout le monde pouvait être président dans les 6 mois, enfin, au plus dans l'année. Oui. 6 mois, premier, le deuxième dans les 6 mois, le troisième commencerait. Oui. Le soir où on devait se décider de désigner le premier, chacun a dit c'est moi. L'un venait de Bafoussam, oui. Dr Takam. Tekam Michel, il y avait Jean-Jacques Ekindi, il y avait François-Xavier Tchungi qui était un ancien ambassadeur du Cameroun aux Nations Unies, et il y avait donc Mohamed Okache de l'ARN. Oui. Ils n'ont jamais pu. Oui. C'est comme ça que la coalition s'est achevée. Le soir même à la télévision, l'un des membres, je ne citerai pas son nom, est venu dire qu'il n'est plus de la coalition, etc. Donc compte tenu de tout ça, je me suis dit, ça ne vaut pas la peine de militer dans les partis politiques. Je suis resté chez moi. Et un jour, je reçois un coup de fil d'une élite de Ndom qui n'est pas loin de mon village, on va dire d'un village voisin, et qui me dit qu'ils sont en train de mettre en place une sous-section au niveau du village, de nos 2 villages, et qu'on m'a choisi pour être le représentant de mon village.
Je lui dis, ok, laisse-moi le temps de réfléchir. J'en parle à mon épouse, qui avait participé avec moi à l'époque des Vents de l'Est, dans des marches, dans des trucs de l'opposition, avec des gens de l'UPC, avec les Kodok, les Dika Kwayan Nyambonambela, avec les Anta Gassagaï, avec tout ce monde-là, et les Samuel Lebois et tout, les John Fondi. Ok. Elle me dit, mais non, tu es parti de la politique. Et le conseil municipal, c'est la décentralisation. Ça fait partie des personnes qui doivent participer à la marche de la communauté, au bien-être de la communauté. Donc, moi, je trouve aucun inconvénient à ce que tu puisses y aller. Oui. C'est donc comme ça que je décide de dire oui à ce monsieur. On me désigne donc comme membre comme président d'une commission, là-bas. Comme ça que j'entre, disons, dans la politique, mais au village. Et quelques temps après, on annonce on lance que les élections sont proches. Oui. Et là, on est sensiblement en quelle année? J'ai été conseiller municipal de 2002 à 2020. Oui. Donc, nous sommes dans 2001, 2002. Oui. Ouais, bien que entre 90 et 2000, ça fait 10 ans. 10 ans, ouais. Donc pendant 10 ans, pratiquement, je suis nulle part. Hein. Je suis chez moi, je m'occupe de mon cabinet, je m'occupe d'autres choses, mais pas de la politique. Donc c'est donc comme ça que je rentre en politique. Mon oncle m'appelle, il me dit, bah, écoute, va au village, il y a le RDPC qui va désigner ses candidats aux élections municipales, et vas-y. J'avoue que j'y allais sans savoir pourquoi j'y allais. Vous avez pris le risque? Oui, je prends le risque en réalité parce que ça ne m'intéresse pas. Être conseiller municipal, ça me dit rien du tout. Mais quand j'arrive en route, j'ai eu une panne de voiture. Et lors de cette panne, je passe la nuit en route. D'ailleurs, je dis à mon jeune frère qui est en France depuis plusieurs années, je lui dis, cette histoire ne m'intéresse pas, il faut qu'on rentre. Parce qu'on a eu beaucoup de panne en route. Il me dit non, on va y aller. Est-ce un maître Joseph-Claude Biega superstitieux? Non, vous avez fait le rapprochement que l'accident et le fait que vous ne sentiez pas cette... Non, oui, enfin un peu. Je me disais, même les dieux sont contre nous. Donc, c'est le matin, à 5h du matin, qu'on voit des phares en plein Gambé. Oui. Dans une zone vraiment isolée, on voit les phares de voiture. Et quand on sort, il se trouve que la personne qui est dans cette voiture était mon camarade de parti et allait pour la même chose que moi. Oui. C'est lui qui me dit, quand je lui pose la question, mais quelles sont les personnes qui sont pressenties pour représenter notre association? Il me dit, mais c'est nous deux, toi et moi. C'est comme ça que je découvre donc que je suis en campagne et que je serai candidat. Ouais. Et c'est comme ça que je deviens conseiller municipal. Et je vous assure que ça a été très difficile parce que dès le moment où mes frères ont découvert que j'étais candidat, il y a eu une véritable guerre contre moi. On m'a rappelé que j'étais un étranger, on appelle ça chez nous l'or, c'est-à-dire quelqu'un qui vient d'ailleurs. D'ailleurs, parce que je ne suis pas né au village. Je vous ai dit que j'ai découvert mon village, j'avais 22 ans, j'étais en 3e année d'université. Et ils me disent non. Et en plus, l'autre drame, c'est que j'étais marié à une femme d'Ambassa, la femme Messawa. Donc, tout ça, on dit, ah non, mais ils vont faire quoi ici? Nous qui sommes des enfants d'ici, donc c'est notre poste. Malheureusement, même lorsque j'ai décidé de partir, d'abord 5 ans avant, personne n'est venu me remplacer. 5 ans au moment où je pars, personne ne m'a remplacé. Aujourd'hui, on a un poste qui nous revenait de droit, qui est vide parce que un autre village à côté a pris, parce qu'il n'y avait personne pour nous représenter. Donc je veux dire que quand vous avez cette idée, cette image de la politique, elle vous dégoûte. C'est-à-dire où les gars pensent que c'est la haine, c'est la jalousie, mais on a continué. Et le chemin parcouru jusqu'ici? Au niveau du parti, j'ai été à un moment donné un vice-président de la sous-section. Je crois que c'est le poste que j'ai occupé qui était le poste le plus élevé. Vous ne vous arrêtez pas alors, mec, Joseph-Claude Biega. J'avoue que je ne suis pas très actif dans le cadre de
des trucs à Douala, dans le local de Marteau, section à Douala. On va revenir dans un court instant pour découvrir l'autre casquette de Maître Joseph-Claude Biéga, celle de l'écrivain. Pour la suite de ce programme, on va s'intéresser à sa casquette d'écrivain, Maître Joseph-Claude Biéga. D'où vous est née cette passion pour l'écriture? De là, dans ma tendre jeunesse. Oui. Je pourrais me dire dans ma tendre enfance. Et il se trouve que je me suis rendu compte que j'étais très, très timide et que je bégayais également. Pour essayer de sortir de ma coquille, j'ai commencé à me rendre dans les centres culturels. À l'époque, il y en avait 2. Centres culturels français qui étaient au niveau de l'endroit qu'on appelle Paris Dancing, à Aqua. Et le centre culturel américain, lui, était à Saint-Dalip, au niveau de la pharmacie de l'Aqua. Donc, j'y allais, je partais de la cité sikh où j'habitais, pour m'y rendre à pied, naturellement, et j'empruntais les livres. On empruntait les livres pour 2 semaines, qu'on ramenait. Donc, pour ceux qui étaient des abonnés. Et sans particulièrement le vouloir, ou bien je pense que de manière inconsciente, je prends les livres des auteurs africains. J'en lis beaucoup. Pourquoi? Pourquoi ce choix? Je ne sais pas. Je crois peut-être d'une manière. Mais il faut noter qu'à l'époque, on parlait beaucoup de négritude, hein, même comme nous étions indépendants, mais il y avait des endroits, il y avait l'Afrique du Sud qui n'était pas indépendante, il y a le Zimbabwe qui n'était pas indépendant, il y avait des problèmes au niveau de la Namibie. Donc il y avait un certain nombre comment je veux dire ça, d'une littérature qui était une littérature engagée. Ça m'amène à m'intéresser plus à la littérature. Quand nous arrivons au lycée de Neubel, je fais d'ailleurs partie du club journal. Nous avions non seulement le journal qui sortait, qui était le journal qu'on nous appelait, on l'avait appelé à un moment donné New Hegel, dont j'ai été pendant une période rédacteur en chef, mais nous avions ce qu'on appelle le journal Mural. Mural, un journal Mural qui faisait dans le style qu'on faisait en Chine. Et qu'est-ce que nous faisions? C'est que les membres du comité de rédaction, chacun avait une radio à laquelle il était, disons, affecté. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de radios, il n'y avait pas les FM. Donc, mais on captait RFI, on captait la radio sud-africaine, on captait quelques autres radios, Africa numéro 1, qui était une radio à l'époque qui donnait, et Radio Cameroun de temps en temps. Donc ça nous permettait donc, le matin, une fois par semaine, donc, on avait une séance de travail, une séance de rédaction, je crois qu'on appelait une conférence de rédaction, oui. Et nous choisissions les thèmes qui devaient être publiés, et il y avait parmi nous des calligraphes qui, sur des papiers craft kaki, écrivaient information nationale, africaine, information internationale, et on les écrivait, et on les publiait sur un babillard qui était prévu. Donc ça vous donne l'envie d'écrire. Et dans une autre vie, Maître Joseph-Claude Biéga aurait pu être journaliste alors? C'est pas exclu. Donc je me suis mis donc à écrire et à écrire des poèmes, à écrire des charades, des blagues, des saillies. Et j'ai commencé à les publier. Et comme Jeune Afrique également permettait qu'on publie, on a publié un de mes poèmes dans Jeune Afrique et je n'oublierai jamais ça. C'est-à-dire, il fait même partie des premiers poèmes que j'ai publiés également. Donc ça fait que ça vous donne envie de faire. Et je me rappelle que j'étais en classe de seconde lorsque j'ai participé au concours de la meilleure nouvelle de langue française, qui était un concours de RFI. Et par la suite, nous avons eu à interpréter avec mon ami Émile Sombé, magistrat au Conseil constitutionnel, on a eu à retranscrire à partir d'une bande magnétique récupérée au niveau de Radio Douala à l'époque. On nous a donné une bande magnétique du film, de l'œuvre d'un écrivain tchadien qui était vainqueur de ce concours-là, d'étudiants de Soweto. Et à partir de là, nous avons commencé à faire des montages politiques, donc je veux dire des montages, c'est-à-dire des mises en scène. Et on a fait des représentations d'empattement à travers le Cameroun. On a été à Garoua, Maroua, Ngaoundéré, on a été à Tchang,
On est venu à Douala, on allait à Yaoundé également, pour faire ces représentations. Donc je veux dire que j'étais plongé dans le monde littéraire vraiment très jeune. Oui. Mais à quel moment vous décidez d'embrasser véritablement cette carrière d'écrivain au point d'avoir déjà des publications? C'est tout à fait par hasard. Comment ça se passe? Il se trouve que, avec les réseaux sociaux, je commence à publier mes anciens poèmes. Et un ami, un très grand écrivain, que j'appelle camarade, Kelman, qui a écrit « Je suis noir et je n'aime pas le manioc », m'appelle un jour, il me dit « Camarade, tu sais, mon épouse me dit qui est poétesse, lit tes poèmes, et elle me demande pourquoi est-ce que tu ne publierais pas ces poèmes. » C'est ça le déclic. Ouais. Donc dès qu'il me le dit, je dis « Why not? Pourquoi pas ?» Je prends donc l'ancien poème que j'avais, je compile avec ce que j'ai, bref, disons comme ça que je me retrouve avec 54 poèmes et je fais la première publication. On va peut-être aller les découvrir. Ok. Vous êtes déjà à 3 livres. Et avec vous, on va développer les différents thèmes que vous abordez dans ces différentes publications. Après vous, Maître. La première publication, c'est laquelle, Maître Joseph Claude Bihiga? Cadence poétique. Oui. Quels sont les thèmes que vous développez dans ces différentes publications? C'est une compilation des poèmes que j'ai commencé à écrire jusqu'au moment où le livre paraît. Oui. Divisé en 5 sous-titres. Le premier, c'est Épanchement juvénile, qui retrace les poèmes que j'ai écrits pendant que j'étais élève. Les tout premiers poèmes. Ça remonte à longtemps. Ça remonte à longtemps, ouais, mais qui reste d'actualité? Qui reste d'actualité. Et il y a, par exemple, Un peu pleur, un peu plus c'est celui-là qui a été publié par Jeune Afrique, qui parlait à l'époque de l'apartheid. Même le deuxième poème, Prière d'un opprimé, ça parle de l'apartheid. Le troisième, Le serviteur, toujours. En attendant l'aube, toujours c'est l'apartheid. Et le quatrième également, Mirage, toujours l'apartheid. C'est-à-dire c'était l'apartheid, c'était les luttes pour l'opération de l'Africain. Maintenant, il y a 2 autres qui sont personnels. Un qui parle de la séparation avec ma petite sœur, qui est décédée en 1979. Et il y a Cet ange qui est le poème dédié à une personne que j'ai aimée très jeune. C'était l'amour qui n'a jamais franchi le stade d'amour platonique. Mais c'est une dame qui reconnaît, que même mon propre épouse connaît. Oui. Parce que je lui ai raconté l'histoire. Qui vous a marqué à vie. Oui, elle m'a marqué à vie. Et après le deuxième, donc, on parle de l'amour d'Aphrodite, d'Eros et de Cupidon, c'est-à-dire l'amour entre un homme et une femme. Le troisième, c'est la nature et ses mystères. Le cinquième, le quatrième, c'est dans l'arène politique, où je parle vraiment de la politique. Et le cinquième, c'est quand la douleur s'en mêle. Je parle des personnes qui sont mortes, parmi lesquelles un de mes confrères, Maître Aboubakar, qui a la promotion des avocats porte le nom. Oui. Il est mort pendant que nous étions membres de jury de l'examen d'aptitude au stage d'avocat en 2014. Il est mort pendant qu'on était encore en train de corriger. Il allait à l'hôtel. Le lendemain, on a trouvé qu'il était mort. Ça m'a vraiment marqué. C'était un ami. Et vous lui rendez hommage dans cet ouvrage. Je rends également hommage à beaucoup de nos confrères morts pendant la 19. Et il y a également un hommage que je rends à l'une de vos collègues, qui était journaliste à la CRTV, Madame Tonnier, Albert Marie Tonnier, qui, il y a quelques années, était venue ici, un peu comme vous, me prendre, faire une émission avec moi ici, qui était diffusée à la CRTV. Donc je raconte un peu ça, les larmes. Et après ce premier ouvrage, on a du miel et du vinaigre, chronique séquentielle d'une vie. Oui. Et ce sont des scènes de vie de Maître Joseph Claude. C'est ça. En fait, c'est... Comment je peux appeler ça? C'est une autobiographie. Oui. De 384 pages, repartie en 25 chapitres, et qui retrace ma vie telle que je l'ai vécue dès le moment où j'ai pris conscience. Je raconte mes débuts à Bonapriso, là où il y a le lycée Mongo Joseph, on va appeler le quartier Conquel, à côté de Bonapriso. Je raconte notre arrivée à la cité SIC. Je raconte des passages de mes vacances
à la Dizangué, qui est pas loin de Déa. Et je raconte naturellement mon passage au CES au Bonandoumbe, au lycée de Neubel, où j'ai dit le lycée des interdits. Lycée des interdits parce que nous sommes arrivés, nous étions dans une salle de classe d'une cinquantaine d'étudiants. Nous étions 4 garçons. Donc, et là-bas, donc, les filles avaient pris leur habitude. Nous ne pouvions pas dire n'importe quoi, nous ne pouvions pas utiliser les mots, par exemple, je ne sais pas quoi, règles, pénétrer, etc. Donc, c'est ça que je parle des interdits. Que lorsque je suis arrivé à l'université, on m'avait dit de ne pas parler politique, de ne pas faire politique. Mais il y a des faits politiques qui ont impacté ma vie à l'université. Oui. Ces faits, c'est quoi? C'est l'arrivée, la démission du président Ahidjo, 4 novembre, et l'arrivée du président Biya, le 6 novembre. Nous avons été acteurs, ou témoins, je veux dire, de ces deux événements. Le 4 novembre, je suis enseignant dans un cours du soir à l'école de Messa, le cours du soir Nova et Vétéran à Messa. Et comme je n'avais pas l'argent, je marchais à pied pour traverser par le camp Yéyap, dans la mairie, sortir du Polytech et arriver dans ma mini-cité. C'est donc comme ça qu'à la sortie de cours à 20h, je me rends compte que la musique qui annonce le journal tourne en boucle. Oui. Elle tourne en boucle. Donc, et je hâte la départ. Et dès qu'on arrive à l'université, 20 minutes plus tard, on annonce la démission du président Ahidjo. Oui. Je raconte donc comment nous tous, nous sommes sortis de nos chambres, nous sommes restés au niveau des balcons, tremblants de peur. Et après, chacun est parti s'enfermer dans sa chambre. Et je repars donc 2 jours après de l'arrivée de notre président Biya, et de la ferveur qui a accompagné cette arrivée. Et nous nous sommes retrouvés du côté de l'Assemblée nationale, donc du côté du lycée des clercs. Je raconte cet événement-là. Et je parle naturellement du coup d'État du 6 avril 84, qui nous trouve pendant que nous sommes dans le parc de Ouaza, à l'intérieur du parc de Ouaza, où les lions ont failli nous dévorer. On était étudiants, on est parti faire une excursion dans le parc de Ouaza, et nous sommes donc sortis du parc. Et pendant qu'on prenait le carburant, on avait rencontré une voiture de gendarmes qui nous ont demandé où on allait. Comme jeunes, on leur a dit, on s'en fout, on parlait même 2 fois. Ils nous ont dit, vous ne savez pas ce qui se passe autour de vous. En fait, ils nous ont pas dit qu'il y avait un coup d'État, mais on a compris par la suite. Donc, on se retrouve donc dans une station-service où on doit prendre le carburant. Et là, il y a un des nôtres, qui est un Guinéen de Conakry, qui suit les actualités de Conakry, parce qu'à ce moment-là, le président Sékou Touré venait de mourir. Son premier ministre, qu'on avait nommé du point, qui avait pris la poste d'une manière constitutionnelle, venait de se faire renverser par l'Ansana Conté, par les militaires. Et ces jours-là, donc notre collègue, notre camarade, je veux dire, était en train de suivre les informations lorsque on nous a annoncé qu'il y a un coup d'État qui a eu lieu au sud, au Cameroun. Donc, vous pouvez imaginer, nous étions majoritairement des sudistes. Et nous étions dans la gueule de loup, parce qu'on nous a dit que c'était nos frères du Nord qui étaient auteurs du coup d'État. Je parlais également du barreau. Oui. J'ai été trésorier de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun. Oui. J'ai été membre du conseil de l'ordre. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et il m'a semblé nécessaire, ne serait-ce que pour mon nom, pour l'honneur, pour mon honneur, de restituer les faits. Justement. En me disant, s'il y a des gens qui pensent que ce que je dis n'est pas vrai, ils ont la possibilité de me contredire. Oui. Mais j'ai tenu à restituer les faits tels que cela s'est passé. Et je crois que, même si c'était que pour cette raison, j'aurais pu écrire ce livre. Oui. Parce que j'avais estimé que ce que j'ai fait pour le barreau, il n'y a aucun avocat, aucun trésorier qui l'a fait pour le moment. On a acheté un terrain de 237, à peu de 237 millions, que nous avons reçu. On a dépensé pratiquement la moitié sur la base des simples cotisations d'avocats pour acheter un terrain qui est titré au nom du barreau du Cameroun. Et la cavale qui était menée contre moi, je la trouvais injustifiée et j'ai tenu à l'écrire en donnant des indications et bien de manière précise. Vous avez le sentiment aujourd'hui que votre honneur a été lavé? Mais je crois, oui, il a été lavé. Il a même commencé à être lavé déjà du vivant de maître Tchakounte Patié, le bâtonnier, lorsqu'il a obtenu le titre foncier. Parce que j'en niais même jusqu'à l'existence du terrain. Il disait que c'est un terrain, on a inventé des histoires pour justifier l'argent qui a été sorti.
Mais lorsque le terrain a été titré, et dernièrement le bâtonnier actuel Maître Mba, a mis comme programme la construction de des sièges de l'ordre, de l'hôtel de l'ordre. Il a publié des images de ce truc. Et il a évoqué devant moi d'ailleurs, lors d'une rencontre des avocats, que les terrains achetés par Maître le bâtonnier Sama et Maître Bidega, ce terrain existe, et voilà là où on va construire. Donc même Maître le bâtonnier Mba Eric Mba, pour moi, lorsqu'il a fait, j'ai dit, ok, ça va. Et beaucoup de gens qui ont lu le livre me disent qu'effectivement, c'était nécessaire que je le dise. Pas seulement au niveau du barreau, mais il y avait même dans les milieux, d'autres milieux où les gens se disaient, mais dans ce gars-là, voilà. Maintenant, il y a certains qui, jamais, même si vous dites n'importe quoi, vont continuer à avoir leurs idées. Mais c'est pas important. L'essentiel, c'est que, moi, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Il faut pas qu'ils restent dans leur tête que, leur papa était un brigand. Je ne l'ai jamais été. Comme vous l'avez dit, je vis d'une manière modeste, je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Et toujours dans le livre, je parle de deux choses également, entre autres. Je parle de mes passages devant la télévision, parce que nous sommes tous ceux qui sont les communicants vont vous le dire, parfois il y a des menaces. Il y a des menaces, il y a des incompréhensions, il y a des gens qui disent n'importe quoi, qui vous insultent, et la liberté d'expression, pour eux, n'existe pas. Ah. Elle existe lorsque c'est eux qui doivent pouvoir s'exprimer. Qui ont la parole. Quand les autres s'expriment. Et on évoquait tantôt votre dernier bébé, l'encre de mon cœur. Il est exclusivement consacré à l'amour. L'amour entre un homme et une femme. Mais pourquoi Maître Joseph Claude Biega? C'est un choix. C'est un choix, amour entre un homme et une femme, en ce que cet amour est positif, mais c'est également ce qu'il y a de négatif, des déceptions amoureuses, etc. Mais ce qui m'amuse évidemment dans vos expériences personnelles? Une ou deux. Une ou deux. Mais je raconte un peu l'histoire également à travers ce livre. Je raconte l'histoire que moi j'ai vécue étant jeune. Des filles qui venaient en mariage pucelles, vierges. Oui. Et quand elles venaient en mariage vierge, il y avait une cérémonie le matin où la belle famille venait, la famille de la mariée, du marié, de l'homme, de l'époux, venait avec un paille blanc maculé de sang et des rejets de l'acte sexuel. Oui. Alors, et la famille, cette famille mettait de l'argent sur ce paille blanc-là, qu'on remettait à la famille de la mariée, qui exhibait dans ce pagne en titre de fierté. Ça, je l'ai vécu. Oui. Donc, je raconte donc ça. C'est le poème d'une femme qui dit à l'homme, moi, je t'ai offert mon précieux présent qui est ma virginité. Oui. Voilà. Donc, je raconte ça. Je raconte, par exemple, le poème des enfants. Et lorsqu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de trucs, on envoyait nos petits frères pour aller prendre rendez-vous avec nos petites amies, où nous lancions les cailloux. Est-ce que c'est avec nostalgie que vous évoquez cette période? Non, c'est pas avec nostalgie. En réalité, il faut transmettre un message. Hein. C'est ce que je veux faire. Il ne faut pas que le poème soit des poèmes qui partent de rien. Bon, il y a une façon de poésie qui est un peu abstraite. Moi, je faisais une poésie qui tire ses sources de la vie. J'ai par exemple un poème que j'ai écrit sur l'amour sur Piloti. Ça, c'est vécu. C'est au Bénin. Au Bénin, il y a un village qu'on appelle Gambier, qui est un village, une cité, qui est faite sur de l'eau. On a mis des piquets, on l'a construit. Sur Piloti. Et dans un fleuve, là, je crois, la Mienne. Et dans ce truc, on nous avait raconté l'histoire des amoureux. Ils ont un couloir, il y avait un endroit qu'on appelait le couloir des amoureux. Et chacun vient avec sa pirogue, il se retrouve là-bas, c'est là-bas où ils se parlent, etc. Donc, j'ai raconté ça. J'ai raconté l'histoire des pygmées, comment les pygmées font l'amour, ou l'histoire de ceux qui font l'amour dans nos villages, où il n'y a pas d'hôtel. Les couples fidèles, ils vont parler même tu peux parler chez ton ni chez l'époux, ni chez l'épouse. Et soit les pagnes par terre, avec le risque d'être mordu par un serpent. Alors, en fait, c'est ça que je raconte dans ce poème-là, dans le recueil. Okay. On va sortir de cette émission, Maître Joseph Claude Biega, avec une seule question. Que comptez-vous laisser à la postérité? Je voudrais continuer à être cet homme que j'ai été, un homme humble, modeste, serviable,
parce que je suis très serviable, je suis prêt à m'engager, à donner de mon temps, donner de mon énergie pour pouvoir faire évoluer les choses. C'est cette image que je voudrais qu'on laisse de moi et que mes petits-enfants retiennent. Et je suis très content que parmi mes lecteurs, ma petite fille, à toute lumière, soit l'une de mes plus grandes lectrices. Quand j'arrive là où ils sont, à l'étranger, je ne passe pas la nuit avec eux. Les trois, elle là, me dit, papi, lis-moi tel poème, lis-moi ceci, raconte-moi une histoire de Barreau. Et je suis content de partager mon vécu avec elle. Voilà, mesdames, messieurs, riche échange avec Maître Joseph-Claude Biéga, qu'on ne présente plus, j'aime assez le dire, Maître Joseph-Claude Biéga, homme politique, écrivain. Vous avez dit que vous n'êtes pas autorité traditionnelle dans votre village. Non, pas du tout. Voilà, c'est rare qu'on ne trouve pas le juge de l'autorité traditionnelle de votre rang. Mesdames, messieurs, on vous dit merci d'avoir suivi cette première édition de Inside sur Dash Télévision. On se donne rendez-vous dans quelques semaines pour une nouvelle invitée. Merci de rester en compagnie des programmes de Dash Télévision. On va dire merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés pour cette première production, Alain Bell, Yann Régis et Ulrich. Mesdames, messieurs, à très bientôt sur Dash Télévision.